Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des hauts et des bas. Communication, culture, médias et TIC Société. Dirigé par Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne-Dijon, directeur éditorial et scientifique, groupe IGS Paris. Cette collection accueille des essais consacrés à des sujets de société et à des thèmes d'actualité faisant débat. Les ouvrages publiés par la collection sont écrits d'une plume engagée, mais toujours argumentée. Il s'agit de pourvoir la communauté académique et la société civile en éléments de réflexion exigeants sur des sujets faisant débat, et parfois polémiques, pour poser un regard critique et rigoureux sur un monde en métamorphose. Les institutions, les médias, les TIC, la culture et les grands systèmes idéologiques sont passés au crible des titres de Des hauts et des bas. Pour toute information, pascal.lardelier@u-bourgogne.fr. Dernière parution. Alain Kiyindou, Étienne Damom et Noble Akam dire, Intelligence artificielle 2022. Anne Parisot dire, Les confréries, identité et discours. Patrimoine immatériel entre terroir et territoire, 2021. Richard Delahaye-Abermarer, Yvan Règle et Pascal Lardelier dire, Le respect. Du respectable au respecté, à l'ère des interdits et de la transgression, 2020. Yvan Règle, L'identité, cette ombre qui nous éclaire. Méditation sur le pouvoir, la mémoire et l'histoire, 2020. Kathleen Tamizier, La famille en révolution. Sexe, amour et déception, 2020. Régine Delagorce, L'humanité à l'œuvre. Position et posture des presses communistes et collaborationnistes pendant l'occupation, mai 1940 au juin 1941, 2020. Claudine Batazzi et Véronique Pillet-Anderlini dire Tourisme et territoire, des milieux, des dispositifs et des hommes, 2020. Éric Enrègle, L'automobile, variation sur un thème. Voiture autonome, intelligence artificielle et rapport à autrui, 2019. Lionel Saporiti, Seigneur de la rue. Ethnographie du monde de la grande exclusion, 2019. Bernard Barbery, Le rôle des normes comptables. De la construction de l'image fidèle à la communication de l'information financière, 2019. Dédicace. Adjia, ma famille, ma boussole, mon bathyscaphe. Remerciements. Une infinie gratitude envers Michel Hautaine, professeur émérite de l'Université de Louvain, qui m'a fait découvrir la littérature belge de langue française, qui a guidé ma recherche, m'a inspiré et m'a mise sur des pistes de lecture essentielles. Un énorme remerciement à Muriel, mon havre de paix français, qui me lit et me donne des conseils précieux, à tout moment à la virgule, près. Introduction. Plaidoyer pour une culture et une littérature originale. Depuis Charles de Coster à la moitié du XIXe siècle jusqu'au postmoderne à l'aube du XXIe siècle, bon nombre d'écrivains s'interrogent dans leurs œuvres, romans, nouvelles, diverses fictions, poésie, essais, théâtre, sur leur identité individuelle en tant qu'être humain unique pourvu d'une vision du monde personnel, ainsi que sur l'identité collective des Belges, nationale ou régionale, culturelle et spirituelle au sens large. Dans le giron littéraire s'installent également penseurs, historiens, essayistes, sociologues qui décident de prendre en compte les problèmes de la Belgique contemporaine et de les fondre dans le moule de leurs œuvres de fiction. Ces œuvres sont denses ou simples, bien structurées, complexes ou compliquées, fragmentées et fragmentaires. Le questionnement identitaire y miroite et produit des étincelles admiratives, contestataires, adulatrices. Le dilemme identitaire s'accroît davantage lorsqu'il se conjugue avec le dilemme linguistique, traduit dans la dichotomie être wallon, flamand et écrire en français, surtout quand il n'y a pas de connivence entre la région territoriale où l'on habite géographiquement, physiquement et la communauté linguistique, culturelle dont on se réclame spirituellement. Ce besoin et ce souhait d'affirmation identitaire font naître dans les années 80, moment charnière dans les assises culturelles, la notion clé de belgitude, manifestée comme un courant de pensée idéologique à part. Les littéraires et des artistes en marge des institutions officielles et des systèmes institutionnels refusent de déployer leur imaginaire dans le creux ou le flou, dans des moules et des parangons stéréotypés et s'affirment en individualité inclassable par les modes et les étiquettes. En dénégation ou en intégration, ce mouvement centrifuge ou centripète, dialectique certainement, de s'éloigner,
de se mettre à l'écart voire de renier son identité ou inversement de s'y immerger, d'accepter l'immanence, d'assumer sa différence, de faire corps avec son sol d'origine. Pour bien d'écrivains et de penseurs y impliqués, la belgitude a eu l'échappée belle idéologiquement et artistiquement parlant. Une recherche en internaute amatrice sur la toile nous a dévoilé une pléthore de sens et significations sur la belgitude contemporaine évanescente, sinon naufragée. La solution au questionnement identitaire a été de défricher un nouveau territoire où les apatrides spirituels se sont installés en forgeant un univers romanesque, poétique et dramatique exquis, des possibles, une langue originale qui le peint, un refuge au pays des lettres où d'aucuns créent son réel, son mythe personnel. Notre itinéraire dans la littérature belge, d'expression française, de langue française francophone, les étiquettes étant incollables à jamais, est nourri de considérations d'ensemble sur la question. Rassemblés comme outils notionnels, conceptuels et méthodologiques instrumentalisables par la suite dans les analyses, considérations étayées par des arguments, de nombreux exemples et des propositions de réflexion critique. Ce ne sont que des lectures qui invitent à redécouvrir la richesse de l'imaginaire belge reflété dans la culture et la littérature, lectures faites en appliquant les méthodes d'analyse traditionnelles et différentes grilles, narratologiques, sociocritiques, psychanalytiques. Dans cette quête archéologique dans la Belgique littéraire de jadis pérenne et du présent cosmopolite, la constante est le regard de l'altérité, d'une lectrice amoureuse du verbe littéraire mue par la curiosité intellectuelle. Positionnée au carrefour des grandes puissances européennes, la Belgique accueille deux cultures rivales, en confrontation interne complémentaire, la culture wallonne témoin de l'esprit français et la culture flamande porteuse des valeurs hollandaises du Nord. La frontière linguistique établie entre les deux cultures en 1962 a miné la souveraineté du royaume, mettant en péril la mission d'un État fédéral visant à assurer la cohésion d'un pays confronté à la perspective de division ou de disparition. Cependant, malgré le schisme politique, cet espace géographique relativement restreint a engendré une culture originale, à la fois unitaire et plurielle. Berceau des célèbres peintres flamands, des kermesses et des mascarades, asile des artistes français exilés, la culture belge a exporté ses plus grands écrivains à travers le monde. Wallons et Flamands affirment collectivement et séparément leurs valeurs esthétiques, dans un véritable creuset culturel. Nous entamons donc un avant-séjour obligé après les prolégomènes pour nous caser dans la diversité de la culture belge, où confluent l'esprit wallon et l'esprit flamand, dans des représentations artistiques traditionnelles et modernes, folkloriques, livresques, érudites. Notre voyage débute au XIXe siècle où nous sommes hébergés chez Charles de Coster, auteur de Till Eulenspiegel, la première épopée nationale belge dont le héros est un paysan espiègle flamand, de la première œuvre canonisée dans les lettres belges et chez Camille Lemonnier, digne représentant du naturalisme belge et de la picturalité flamande. Nous nous installons ensuite dans le royaume du théâtre, considéré comme le miroir spéculaire de l'identité plurielle, chez le seul nobéliste belge, Maurice Maeterlinck, innovateur du théâtre symboliste, théoricien du drame statique, de la pure intériorité, et chez Michel de Gelderode, un autre révolutionnaire de la poétique dramatique dans sa veine flamande. Le théâtre de tous deux se fonde sur la paradoxale contradiction de la double appartenance culturelle. Nous traversons l'entre-deux-guerres surréaliste en posture humoristique avec Achille Chavet et ses aphorismes glaçants pour continuer par les poétiques autres, par François Jacquemin qui incarne le refus de la parole. Un long arrêt dans le roman du XXe siècle, quelques balises, des îlots de l'histoire des lettres ou des fanaux incontournables, des voix féminines, Nicole Malinconi et Jacqueline Hartmann, des voix masculines telles qu'André Bayon, Georges Simenon et Paul Aymon, ce dernier, auteur de prédilection suite à l'expérience de traduction enrichissante que nous avons vécue en tant que traductrice de plusieurs romans et du théâtre. Bayon s'invente des annas qu'il tisse dans un style substantif, dans une écriture en filigrane pour cacher une identité floue. Simenon fait de Maigret son double et un mythe universel. Le personnage du commissaire, enquêteur intuitif, cherche avec obstination à découvrir l'homme nu qui est en nous tous. Simenon et Maigret sont des êtres inspirés, des doxographes, des créateurs d'absolu. Les polars de Simenon, à la quête,
enquête identitaire mettent la condition pathétique de l'homme moderne de façon spéculaire. Nous insistons sur cette symbiose caméléonesque unique, ce pouvoir de s'absorber dans l'autre jusqu'à l'empathie compassionnelle. Le fil conducteur qui relierait ces voix si dissemblables pourrait être la condition même de l'écrivain qui est un exilé dans la vie et le monde des autres qu'il scrute avec acuité et qu'il filtre avec ses outils esthétiques. Ce sont des exilés volontaires au pays de la littérature de l'intime, de la déconfiture de la filiation, Nicole Malinconi et Jacqueline Hartmann, de la littérature comme expérience cathartique, exutoire des démons ou simple forme de bonheur, Paul Émond. La poétique de Deville, Bruges et Bruxelles nous a particulièrement intéressés tant dans l'optique de la géocritique, la ville ressentie comme locus amoenius, vecteur d'une prise de conscience et génératrice de mondes imaginaires possibles, que dans la lecture d'une esthétique spirituelle. Bruges, la flamande, est vue par les vers grossissants de Georges Rodenbach qui lui voue un amour profond, et lue dans la grille, des mythisantes de la ville femme et de la ville morte. La ville de Bruxelles est magistralement évoquée au XIXe et XXe siècle par des écrivains belges et étrangers. Les témoignages de l'affection qu'ils lui portent sont touchants. Nous avons fait porter nos considérations et nos analyses sur la composante identitaire, déclinée dans la culture et la littérature belge sans aucune prétention d'exhaustivité dans des travaux et des articles académiques, des études ponctuelles réunies dans le présent ouvrage. Ils ont été le sujet de communications scientifiques lors de nos participations aux colloques, conférences, symposiums nationaux et internationaux, communications écrites et publiées par la suite, dans un créneau situé entre 2006 et 2019. Tous les textes ont subi de légères ou d'importantes modifications. Des reformulations des propos jugés comme incomplets ou quelquefois naïfs, des ajouts nécessaires pour mieux nous faire comprendre, des touches stylistiques et des nuances arrivées avec le recul d'une dizaine d'années. Les articles remaniés sont mentionnés dans les notes de bas de page et la liste complète de nos travaux donnés à la fin de l'ouvrage. Cet ouvrage est l'un des regards portés sur la quête identitaire. Par-dessus tout, nous souhaitons faire un plaidoyer pour un éveilleur de ce qui est belge dans la variété et la diversité, en mariant l'individuel et le spécifique, le singulier et le pluriel dans un tout kaléidoscopique. Un tour de force subjectif et incomplet, certes de surcroît, une proposition de lecture filtrée par le SAS d'une conscience analytique et critique, à valider ou à nuancer. Les étagères de la bibliothèque belge regorgent de beaux livres devenus des classiques, et il reste de la place pour loger d'autres créations tout aussi originales et modernes. Première partie, prolégomène au questionnement identitaire dans la culture de la Belgique. I1 Le malaise d'être soi. Regard sur la question de l'identité culturelle dans les lettres françaises de Belgique. I1.1 Identité, culture, littérature belge, outils méthodologiques. La notion d'identité, définie comme le rapport qui s'établit entre un individu et sa communauté de vie et de décision, devient un levier qui favorise la prise de conscience de son environnement culturel, social, économique. Elle entraîne automatiquement celle de non-identité, qui a comme conséquence directe le repli sur soi, la réflexion individuelle, donc paradoxalement l'isolement dans un univers imaginaire. Elle va de pair avec le contour imprécis d'un pays de l'imaginaire, d'une ère personnelle où toute conscience critique se réfugie pour mieux y subir les aléas de son existence. Serait-ce un nouveau territoire pour des apatrides, belges ? La question de l'identité est délicate, irréductible à une étiquette définitoire figée parce que quel que soit le pays auquel elle se réfère, elle englobe à la fois des notions complexes telles que la nation, la culture, la civilisation, la langue, la littérature, la politique, la race, le tempérament, le caractère, etc. De surcroît, toute définition identitaire est incontournable et les tentatives pour la sauver des dérives métaphoriques s'avèrent le plus souvent vaines. Le but de notre analyse sera de mettre en évidence le genre proximal et la différence spécifique au sujet de l'identité culturelle et littéraire des lettres belges à travers leur histoire socio-littéraire. En Belgique, l'indépendance de 1830 a suivi le modèle étatique français unitaire. Depuis, la situation a sensiblement changé. La Belgique fortement francophone à la fin du XIXe siècle est devenue au début du XXIe siècle un État fédéral trilingue. La question incontournable de la langue officielle est enfin résolue,
On parle 3 langues en Belgique, le français, le néerlandais et l'allemand. Dans un article impressionnant sur cette question, Mark Wageber soutient la thèse que le malaise identitaire part du rapport que les Belges entretiennent avec l'idéologie de la langue française. L'auteur fait une ample incursion dans l'histoire de la langue française et de l'idéologie française de la langue, afin de mieux mettre en évidence l'emprise de l'esprit français sur la conscience de la langue en Belgique. Il conclut que le Belge a pris l'habitude de la dénégation de soi, a délibérément cultivé l'attitude du dédain et de la morgue qui, chez les francophones non français en général, se reflète sur le plan littéraire dans l'expression de la singularité et l'usage du dialecte, des régionalismes surtout dans le théâtre. L'hégémonie culturelle française a fait naître chez les Belges un complexe saisissant. Le sentiment d'inadéquation du langage par rapport au réel a par exemple amené les Belges à saisir le champ du réel, comme un ordre des choses et d'enchaînement profondément étranger au langage. Pire, à vivre cette distorsion quotidienne dans une forme de complexe induit par la conscience française de la langue et de la culture. D'aucuns, ils sont nombreux dans le milieu lettré, en sont même arrivés à vivre ce complexe comme une tare ontologique. Les blagues belges qui prolifèrent en France constituent l'exact pendant de cette attitude. Dans La Belgique déshabillée 1864, Charles Baudelaire vitupérait injustement l'esprit belge, l'exil y étant pour quelque chose. C'est un peuple siffleur qui rit sans motif aux éclats. Signe de crétinisme. Où tous les Belges sans exception ont le crâne vide. Le mouvement de dénégation de la langue et de la littérature française comme modèles absolus s'est aggravé en Belgique lors des revendications du mouvement flamand. La question identitaire se pose avec plus d'insistance après la Première Guerre mondiale. Cet aspect est plus évident dans les multiples appellations données aux lettres belges depuis 1830. Littérature belge, lettres belges d'expression française. Francis Notet donne en 1892 une première histoire des lettres belges d'expression française. Littérature francophone de Belgique, qui sous-tend l'idée qu'en Belgique il y a également une littérature néerlandophone et germanophone. Littérature, lettres françaises S2, en Belgique, formule consacrée par l'Académie royale dans les années 70, récusée par les Belges puisqu'elle témoignerait de la vassalité définitive envers la culture, la langue et la littérature française, et de reconnaissance du caractère périphérique de la Belgique par rapport à la France considérée comme centre. On remarque par ailleurs que l'on n'a jamais dit littérature belge de langue flamande, mais littérature néerlandaise. Les lettres belges ont leur spécificité indépendamment des courants culturels et littéraires français. À la fin du XIXe siècle, le symbolisme a fait cause commune avec le naturalisme, chose inconcevable en France. Après les guerres, on n'a importé en Belgique ni l'existentialisme, ni la littérature de l'absurde. On a continué à cultiver le néoclassicisme dans le roman, Suzanne Lillard, Alexis Curvert, Jacqueline Hartmann, Henri Beauchot, surtout dans le théâtre. Le surréalisme, Paul Nouget et compagnie, et le réalisme magique, Franz Hellens, Jean Rey, Thomas Owen portent une marque spécifique belge. Dans les balises pour l'histoire des lettres belges, Mark Wageber parle au sujet de la littérature belge de la deuxième moitié du XIXe siècle d'une absence originaire de matière littéraire, d'un vide, d'un creux, d'un désert diversement peuplé par la suite. La phase centrifuge, 1830 à 1920. Au début, les premières générations d'écrivains romantiques, réalistes et naturalistes avouent avoir une sorte de complexe d'infériorité dans le maniement du français, éprouvent un certain sentiment d'insécurité linguistique. Cependant, elles ne souffrent pas manifestement de ce mal identitaire, ne ressentent pas avec acuité le sentiment de déficit identitaire ou de non-appartenance spirituelle à un genius loci. Même si elles reconnaissent la difficulté d'écrire en français surtout lorsqu'on a une sensibilité flamande, l'adoption du français est facile puisque dans la deuxième moitié du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, le français est la langue d'enseignement public, la langue des salons bourgeois et aristocratiques, tandis que le flamand est un patois parlé par le petit peuple, domestiques, ouvriers et paysans, si nombreux en Flandre alors. Le désir de s'affirmer comme individualité apparaît en 1880 dans la devise autonomisante de la génération de la jeune Belgique, balise d'une réelle mutation. Soyons-nous. Mais dès 1913, Raymond Collet lance une attaque dure contre les lettres belges. Il n'y a pas de littérature belge, proclame-t-il catégoriquement. Le combat est désormais ouvert.
La situation des écrivains qui ont une origine mixte, un père flamand et une mère wallonne ou inversement est éclairante, la langue maternelle, parler maternalité jouant un rôle déterminant dans la constitution de leur imago culturel. Le métissage racial s'avère porteur de spécificité, d'originalité. C'est le cas de Charles de Coster, de Camille Lemonnier, des symbolistes Maurice Maeterlinck, Émile Verhaeren, Georges Écoud, Georges Rodenbach et de beaucoup d'autres. Chez les écrivains belges d'origine flamande, vivre entre les deux cultures suscite des incertitudes d'identité et engendre le souci de se créer une langue personnelle, un univers à part où se nouent rêves, légendes, mythes, hantises, désarrois, émotions. Il y en a qui sont parfaitement bilingues, voire polyglottes comme Maurice Maeterlinck. De Coster écrit Les légendes flamandes, 1857, et Till Eulenspiegel, 1867, la première épopée nationale belge dont le héros est un paysan espiègle flamand. L'Anversois Georges Écoud est le premier écrivain régionaliste. La plupart de ses héros sont des Flamands de la Campine qu'il glorifie. Lemonnier défend l'esprit flamand dans le pamphlet Les Flamands, 1869, où il lance l'idée de picturalité de souche flamande comme spécificité des lettres belges. Émile Verhaeren, le poète national belge, considéré comme personnification de l'âme belge, débute par le recueil Les Flamandes, 1883, où l'imagerie exaltante du sensualisme est influencée par les peintres flamands. Maurice Maeterlinck, théoricien du drame statique, importante innovation dans la dramaturgie moderne, illustre l'ambiguïté de la double appartenance culturelle. C'est un Flamand qui a choisi d'écrire en français, un francophone élitiste allergique malgré lui à la culture française, en échange un grand admirateur de la culture germanique, plus proche de sa sensibilité. La poésie et le théâtre de Maeterlinck se fondent sur cette paradoxale contradiction. La conséquence en est logique, la reconnaissance de sa valeur est obnubilée en France. Bien que parisien d'adoption, Georges Rodenbach garde un amour profond pour la ville flamande de Bruges à laquelle il offre une intériorité absolue. Dans deux romans symbolistes, Bruges la morte et le carillonneur, il crée deux mythes clés, de la ville femme et de la ville morte. Jouer la carte de la nordicité assure aux symbolistes belges une note exotique qui attire l'attention du centre parisien. Le dilemme linguistique se traduit dans la dichotomie être, se sentir flamand ou être se sentir, wallon versus écrire en français. Le dilemme culturel se fonde sur le modèle gravitationnel, centre, la France et Paris, versus périphérie, la Belgique et les littératures francophones marginales, régionales, modèle régi par des forces centrifuges et centripètes. Le propre de toute littérature marginale est de se trouver dans un espace culturel dédoublé. D'aucuns choisissent le refuge dans le pays des lettres où ils créent leur réel apatride, leur mythe personnel. On retrouve le drame de tout écrivain qui vit dans un milieu dont il ne parle pas la langue. Dans une lettre qui date de 1893, écrite par le poète symboliste Max Elskamp, une autre sensibilité flamande qui s'exprime en français. Je regrette amèrement de ne pas savoir le flamand. C'était la langue qui m'aurait fallu, puisque le belge n'existe point. En d'autres termes, je ne puis plus travailler car je ne suis plus sûr de savoir une langue. Quelle bonne chose ce serait d'être d'un pays à soi, fût-ce la Belgique, si ça existait. En 1893, dans un autre contexte, à propos de la critique parisienne, le même constate lucidement : il faut croire que j'écris trop au nord pour les gens de là-bas. En 1897, dans l'article L'âme belge, publié dans la revue encyclopédique Larousse, Edmond Picard fonde le mythe d'une âme belge, une fusion harmonieuse entre l'élément flamand et l'élément wallon français. Expression du génie des deux langues et des deux variétés ethniques, latine et germaine, polyculturelles, mais foncièrement francophones. L'âme belge procède de l'âme germaine et de l'âme latine, ces deux variétés les plus saillantes de la race aryenne. Les deux langues qui se partagent presque exactement la nation, le néerlandais et le français, se fractionnant en dialectes et en patois nombreux, sont une frappante expression de ce dualisme, mais un indice trompeur quand il s'agit de pénétrer l'intimité des caractères, des aspirations et des tendances. Alors que les deux idiomes se séparent nettement, les pensées, les instincts, les cœurs sont moins distincts et participent d'une communauté de nature qui forme le fond véritable, et qui est le résidu précieux et immuable de la communauté bimillénaire dans la destinée historique. Quelques années plus tard, Georges Écoud affirme que l'âme belge existe indéniablement comme résultat d'un mariage plus d'amour que de raison. À l'opposé de la thèse de Picard se situe Albert Moquel,
fondateur de la revue La Wallonie et promoteur des symbolistes. Ce dernier fait le portrait psychologique des deux races. Le Wallon est nerveux, individualiste, sentimental, peu persévérant, sensible à la musique, tandis que le Flamand est lymphatique, tenace, ouvert aux rêves et au mystère, avec un penchant pour la peinture et la sculpture. L'écrivain Jules d'Estrées adopte une position plus radicale au sujet du cosmopolitisme de Bruxelles, cité des Métis. Dans sa lettre au roi, il affirme: Sire, il n'y a pas de Belges. Il emboîte le pas à Moquel. Il y a des Flamands, des Wallons et à Bruxelles, des Belges, autrement dit des Métis. La question s'avère donc complexe. La phase centripète, 1920 et 1960-70e. C'est une période dénégatrice, pour et contre la stratégie parisienne. Chez le poète Henri Michaud, le mal d'être belge s'est accru au fur et à mesure de son existence. Le Belge de Paris, selon sa formule, a eu du mal à assumer sa belgitude malgré tout ineffaçable, en essayant de la désavouer à maintes reprises. L'exil volontaire et la dénégation véhémente de ses origines namuroises renforcent sa belgitude qui reste cependant indélébile dans le recueil ailleurs. Ses exégètes affirment que paradoxalement, dès qu'il a épuré les belgicismes de son langage poétique, il a écrit moins bien. Solitaire mal compris, il se désignait lui-même comme un Belge de Paris. Après avoir publié Les Marais, 1942, roman fortement influencé par l'imagerie flamande, Dominique Rollin avoue avoir quitté la Belgique pour se délivrer du poids d'un contingent minable et écrasant. Quant à Suzanne Lillard, dans Tous les chemins mènent au ciel, 1947, elle préfère l'anistoriisme au contexte marqué idéologiquement. Le cas de Franz Hellens est particulier. Entre le manifeste du lundi 1937 et la poétique du réalisme magique, entre l'entrisme, l'assimilation au chant parisien et le culte du réel natal, l'écart semble sensible. Écrivain francophone de Flandre, F. Hellens propose en 1919 l'étiquette littérature française de Belgique. Il la lance en 1922 en raison des arguments ontologiques et linguistiques qui relient les deux pays. Érigé contre le régionalisme étroit et hanté par le fantasme du purisme de la langue française, les 21 lindistes, parmi lesquels Marie Gevert, Michel de Gelderode, Henri Van de Putte, etc., revendiquent l'espace français comme unique territoire culturel approprié aux écrivains belges. Ils soutiennent qu'il n'y a aucune différence identitaire avec la France et que la Belgique n'est vraiment qu'un balcon face à l'Europe. Hellens, dans le Disque vert en novembre 1922, donc ils éradiquent le culte imaginaire de quelques handicaps ou de quelques complexes d'infériorité. À la même époque, lorsqu'en Flandre s'accomplit la flamandisation définitive de l'université de Gand, le défenseur farouche de la spécificité wallonne est Jules d'Estrées. L'œuvre de Marcel Thierry, lindiste dans sa jeunesse, constitue un exemple d'entrisme symbolique et d'intrusion du politique dans le littéraire. L'œuvre de Marie Gevert, La Comtesse des Digues, 1931, mais surtout Château d'Ouest, 1948, est un miroir fidèle de l'interculturel dans la Flandre francophone. Analysant le complexe caractérologique des Belges, René Michat et Ade Wellens avancent qu'ils se caractérisent par l'extrême proximité du réel. La propension au fantastique devient une spécificité belge, mentionnée par Carlo Demey dans l'anthologie des 20 nouvelles belges, 1958. Les Golden Sixties voient apparaître le retour du réalisme magique dans les pièces du fils de Marie Gevert, Paul Willems, mais avec un changement de tonalité. Des moments poétiques exquis, imprégnés parfois de glossolalie drôlatique, témoignent des blessures profondes du réel contingent. Dans Le Monde de Paul Willems, le chapitre Écrire en Flandre, l'écrivain parle de sa crise identitaire. En débarquant à Paris à 19 ans, il constate qu'il parle le français approximatif de l'anversois et que les mots volent. Le sentiment éprouvé est l'humiliation. Il avoue avoir ressenti alors intensément la difficulté d'écrire. J'ai cru longtemps que je n'arriverais jamais à m'exprimer à peu près correctement et que je ne trouverais jamais l'alliance, c'est-à-dire l'unité de l'arbre et de ses racines. La présence entre, dans les deux langues, le flamand et le français est angoissante. J'ai toujours vécu entre les deux langues. J'ai appris à parler le français dans cette sorte d'île qu'était Missembourg. Pour Paul Willems, son rapport au néerlandais se résume à le parler, le lire et l'écrire correctement, mais l'amour pour la langue fait défaut. C'est le français qui est propice aux métamorphoses de la création, pense-t-il. Son écriture, tissée de mythique et de poétique,
visera à dire l'indicible, à saisir l'insaisissable. Avec les mots, il a entretenu un rapport tout aussi particulier. Les mots que je ne trouvais pas dans la langue, j'ai souvent dû les inventer. Je voudrais inventer la langue au moment où je l'écris, ce qui est impossible. Les mots lui viennent tout seuls, ils sont comme des miroirs ébréchés en morceaux. Son inadéquation personnelle par rapport au langage se transfère à ces personnages qui prennent leur distance face aux mots. On en trouve des exemples illustratifs dans la pièce Elle disait dormir pour mourir. Comme pour tous les autres écrivains flamands, il considère qu'il reste une tradition d'avoir des racines mais non pas des arbres. L'auteur discute plus loin d'un autre problème de l'auteur dramatique de langue française mais d'origine flamande, où situer socialement le lieu de l'action. Dans la pièce La ville à voile, le lecteur et le spectateur de la pièce se rendent compte que Paul Willems choisit de camper l'action à Anvers pour évoquer des maisons, des docks, des pierres. Il en est autrement dans Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck où Arkel est un roi des forêts, Golo, un prince sans peuple et Mélisande, une princesse égarée dans un château chimérique. Dans le théâtre symboliste, toute référence à la réalité réelle est évitée. Et dans l'entre-deux-guerres, Michel de Gelderode et Fernand Cromlinck se réfugient eux aussi dans le no man's land apatride. À la recherche de l'altérité, le premier redécouvre le théâtre populaire flamand, Vlaams Volkstoneel, le théâtre de marionnettes, un XVIe siècle de légende et une Flandre mythique où il projette ses rêves intimes. Dans Pantaglaise, Michel de Gelderode situe l'action dans une ville d'Europe au lendemain d'une guerre et à la veille d'une autre. Le second, issu lui aussi d'une mère française et d'un père flamand, place l'action des amants puérils au bord de la mer. On risquerait trop en l'identifiant d'emblée à la mer du Nord. C'est le salon commun à la Villa des Tritons devant la mer. Par l'immense baie vitrée, on ne voit que le gouffre d'air éblouissant et frais. La phase dialectique, 1960-70e. I1.2 Introduction à la belgitude. Dans les années 80, la question du malaise identitaire est incontournable. Elle suit la reconnaissance constitutionnelle des 3 régions, Flandre, Wallonie, Bruxelles. Dans un dossier intitulé Une autre Belgique, inlassablement cité depuis, publié dans l'hebdomadaire d'actualité culturelle du 4 au 11 novembre 1976, numéro 2557, les nouvelles littéraires Pierre Mertens, considéré depuis comme le père du concept de la belgitude, www.belgium.net, et Claude Javot lancent la notion de belgitude. Dans Y a-t-il une belgitude ? Le sociologue de l'Université libre de Bruxelles, Claude Javot, part du constat que la pénurie d'études sociologiques sur les Belges est le signe d'un manque d'intérêt qui en dit long. Disons, pour simplifier les choses, que les clivages d'origine linguistique n'affectent guère en Belgique, la gauche radicale, le mouvement de libération des femmes, le cinéma belge, les luttes contre la répression policière, psychiatrique ou autre. Chacun parle sa langue, sans complexe, ni de supériorité ni d'infériorité, et il existe de plus en plus de gens qui, s'ils éprouvent des difficultés à se parler, en arrivent cependant à se comprendre de mieux en mieux. Malgré la spécificité politique et administrative de la Belgique, il y a une autonomie communale qui n'existe pas en France. Identité et non-identité culturelle mènent à un autre constat. La notion de belgitude relève, certes, des sens paradoxaux, voire contradictoires, résumés par Jacques Seutcher par l'oxymore sédentarité diasporique. Le mot belgitude est calqué sur la négritude, notion qui est apparue au lendemain de la guerre, lorsque les auteurs africains Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire osaient affirmer leur état de noir. La belgitude est dans son sens primaire mentionné ci-dessus, le sentiment d'appartenance au point de vue sociologique, esthétique, culturel à une Belgique ayant ses propres caractéristiques. Dans ce sens, la belgitude devient une marque qui permet à ceux qui parlent la même langue, à savoir le français, de se reconnaître entre eux, de se retrouver en fonction de leurs affinités. Elle s'est manifestée au début comme une prise de conscience publique des écrivains qui, en dénonçant le charabia baroque belge, refusaient de déclarer leur appartenance à la culture belge officielle, pas l'imitation du modèle français. Le mouvement de la belgitude s'est avéré complexe. Né justement du besoin de sortir de la tutelle de la culture française écrasante pour l'écrivain belge, il a renié tout complexe d'infériorité afin d'affirmer au contraire sa fierté d'être lui-même. C'est, en d'autres termes, une sorte de Cendrillon bien vêtu qui épouse finalement son prince charmant.
Dans son article « De la difficulté d'être belge », Pierre Mertens insiste sur l'idée des mini-génocides culturels qu'ont subis les Belges. Quand donc rendra-t-on vraiment au surréalisme belge l'hommage qu'il mérite ? Cet honneur et cette indignité seraient bien dus à un pays tantôt épargné, tantôt négligé ? Et de là bien des choses découlent au plan des mentalités et d'un état d'esprit qui fait si souvent de l'intellectuel d'ici, en particulier un non-belge, un anti-belge ou un a-belge. Sois belge et tais-toi. No man's land ou cul du monde. Absurdie ou cacanie ? Même si Pierre Mertens arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un certain sentiment, une identité en creux, d'un manque, c'est justement ce manque qui est à assumer afin de rendre plus clair la différence. C'est une non-définition, puisque la belgitude se définit justement par ce qui ne l'est pas. On parle pour la première fois de bâtardise, de métissage, du statut ingrat de fils de personne, d'exil, de cosmopolitisme. Le défi belge consisterait à se frayer une troisième voie, à l'opposé des deux grands pôles, Paris et Amsterdam, à égale distance d'une vergogne imbécile et d'un orgueil déplacé, l'Occident. Par l'expression métaphorique se retrancher dans une tour d'ivoire aux portes battantes, P. Mertens propose à ses compatriotes, gens de lettres ou non, d'au moins tenter d'être belges, à tout prix même s'ils sont marginaux ou minoritaires. Dans Pourquoi pas la belgitude ? Claude Javot défend le concept par la présentation de ce qu'il ne veut pas être, à savoir l'épouvantail pour les régionalistes pépères. Ni projet politique, ni programme partisan, ni nostalgie belgicaine, la belgitude ne veut rien expressément d'autre que ce désir de résistance à l'égard de l'ordre social belge. Le créateur en Belgique est le nègre des puissances d'argent et des bureaucrates de tous acabits, soutient Claude Javot. Il convient de préciser que cette crise identitaire naît dans la région bruxelloise, chez des auteurs bruxellois et non pas chez des auteurs flamands, fiers de leur appartenance culturelle, de leur identité, de leur économie et de leur langue. Les ennemis de fond sont les académiciens belges dont le but est de s'identifier à la culture française, de l'imiter dans la lettre et dans l'esprit, ce qui pour les contestataires équivaut à la dépersonnalisation culturelle. En littérature, la belgitude représente la volonté d'insertion dans la quotidienneté belge qui n'est plus gommée, comme l'ont préféré les écrivains néoclassiques des années 1950, ni folklorisée par les régionalistes et les provincialistes. Bruxelles est une ville sur pilotis, dépourvue d'homogénéité, bourgade flamande à l'origine, mais rapidement francisée dès le Moyen Âge, une ville qui n'a pas de passé linguistique proprement dit. Elle n'est plus la Villette de 1850, telle qu'elle apparaît dans la caricature féroce de la pension Égée, dans le roman de Charlotte Brontë. Capitale de l'Europe à l'heure actuelle, elle ne vit plus entre deux langues, le français et le flamand. Elle ne doit plus trancher net la question linguistique, puisqu'ici affleurent toutes les langues européennes. Dans le même dossier, Jacques de Decker affirme que la Flandre s'est forgé une identité propre faute de rayonnement international, tandis que la Wallonie reste attachée à la France, donc seuls les francophones de Belgique ressentent le malaise identitaire. À l'affirmation d'une identité flamande distincte ont contribué des raisons économiques. Au XXe siècle, la Flandre agricole de jadis est devenue prospère, plus peuplée, ayant un marché d'art abondant. Le rapport de force s'est donc inversé. Elle n'est plus pauvre, opprimée, marginalisée par la grande bourgeoisie francophone comme au XIXe siècle. À part Hugo Claus, l'auteur du Chagrin des Belges, 1983, unanimement reconnu comme le plus grand écrivain flamand de l'après-guerre, il y a aussi quelques figures notables comme Hugo Raes, Jean-Émile Dalle, Jeff Gerhardt et Hugues Pernas. Dans un autre article, Jacques Bourlet soutient l'idée paradoxale qu'il n'y a pas de romans belges, mais des romanciers belges comme les Wallons Conrad Détré et Jean-Pierre Hoth, qui choisissent de se forger un univers poétique fantastique, quotidien, sensuel. Dans le double exil des poètes du même numéro, Liliane Wouters, auteure entre autres d'un panorama de la poésie française de Belgique, analyse la condition particulière des poètes belges. La situation d'exil est double dans le cas du Belge puisqu'il est exilé à Paris et exilé de l'intérieur, bref, marginal partout. Comme tout poète en exil, le poète belge se voit obligé de se réfugier ailleurs. La solution de ce double exil est suggérée par la solution québécoise. C'est devenir belge jusqu'au plus petit orteil, ensuite c'est faire un bout de chemin l'un vers l'autre. La Libre Belgique du 20 novembre 1978 accueille dans ses pages 6 personnages en quête de la belgitude. 2 littéraires, Jacques de Decker et Marc Wageber,
2 animateurs et directeurs de théâtre, Patrick Rougiers et Frédéric Baal, et 2 plasticiens appartenant au groupe CAP, d'art expérimental, Jacques Lénep et Michel Mineur. Tous les 6 partagent les mêmes idées. Ils estiment que c'est une chance d'être belge, même bâtard, et que la Belgique, c'est leur racine. Même s'il s'agit de redites, cette nouvelle prise de position s'inscrit dans le mouvement d'éclosion et de revalorisation du fait belge, en littérature et en art. En 1980, la parution du numéro spécial de la revue de l'Université libre de Bruxelles sur le fait belge, intitulé La Belgique malgré tout, constitue un moment clé dans la question identitaire. La thèse de départ est que chez les jeunes écrivains de la génération 80, il existe une sorte de conflit irrésolu, viscéral même, entre amour-haine, besoin-refus, répulsion, adhésion à l'égard de la Belgique. La tonalité des articles est variable. On y retrouve des accents pulsionnels, voire exacerbés qui ne peuvent pas être étouffés par des arguments raisonnables. Sous la direction de l'écrivain philosophe Jacques Seutcher sont rassemblés beaucoup d'écrits où les 70 participants concluent, contre les régionalistes, les racoleurs politiques, les doctrinaires de l'irréel, que la Belgique existe, malgré tout. Beaucoup d'écrivains ressentent aujourd'hui, à l'heure où le nationalisme régionaliste se lève, que la Belgique, dans sa négativité même dans son creux, offrait aussi une autre chose. Une possibilité d'espace, d'entre-deux, une situation mouvante, de carrefour, de traversée et d'errance, une sédentarité baroque, diasporique, une chance de bâtardise, l'Occitanie. Dans la Belgique malgré tout, la prise de position de Pierre Mertens reste tout aussi véhémente. Pays où l'on parle plusieurs langues, mais où l'on n'a rien à dire dans aucune. Au sud un coq aptère à la voix de Fosset, au nord un lion malade de peste brune, laissons-les donc aux prises. Cette affaire ne nous regarde point. La Belgique est un mauvais rêve qui au réveil vous empoisse encore. L'Occitanie. Claude Javot continue à développer l'idée d'un pays vide, en creux, un non-État qui se trouve ailleurs, nulle part et partout, un trou sur la plage du monde. L'écrivain Luc Deheusch voit l'avenir de l'artiste dans les grandes métropoles où les langues se métissent, comme à Bruxelles par exemple. Le pamphlet de R. Swenen, Belgique Requiem, et les scénettes de l'Ardennais Guy Denis servent de contrepoint à la belgitude. Lors de sa parution, ce livre provoque de violentes polémiques. Dans l'article de Marcel Bouwens publié dans un numéro du 25 novembre 1980 du journal Le Soir, on trouve sous l'étiquette généreuse « Enquête ». Reportage. Chronique, une prise de position patriote. Les écrivains contestataires sont des enfants qui auraient honte du niveau intellectuel de leur parente, la Belgique. Les droits à la réplique ne tardent pas. Un forum de l'opinion provoqué par les dissidents de l'intérieur de Marc Rombaud. À l'occasion de l'Europalia 80, le 150e anniversaire de la Belgique, l'article Nos lettres en 1980, être ou ne pas être écrivain belge, rouvre les polémiques. Dans cette phase dialectique, s'impose l'appellation littérature francophone de Belgique. C'est une période caractérisée par la synthèse de la thèse nationaliste et de l'antithèse apatride, par le retour à l'histoire et la poursuite de la quête inquiétante de l'identité. Dans les romans contemporains, cela se traduit par le traitement du thème de la condition de l'existence concrète des collectivités. L'école comparatiste de la KUL, animée par José Lambert, revalorise les acquis littéraires belges par la grille des polysystèmes. Un colloque organisé en mai 1982 à l'Université catholique de Louvain réunit de nouveau des écrivains comme P. Mertens et J.P. Ott, qui défendent chacun le même point de vue, celui du manque identitaire aigu. Selon Mertens, le seul héritage belge consiste en souvenir d'une aventure coloniale triste et en lutte sociale exemplaire. À son tour, J.P. Ott décide que sa seule patrie est la nature et l'univers féminin, à savoir la nature ardennaise qui peut devenir la nature, donc acquérir une portée universelle. Dans Par-delà l'identité, ce dernier parle d'un désert littéraire wallon. Nous sommes nés de l'absence et de la nuit. Voilà qui devrait faire notre force, a ajouté, modernité, dans le sens d'être en proie au vide intérieur. En 1985, le sociologue Pierre Bourdieu propose une analyse discutable du fait belge en fonction de la question géolittéraire et du champ littéraire avoisinant. Il conclut que pour des raisons théoriques, il ne peut y avoir de littérature belge. Peu après, en 1998, dans le numéro 15 de la revue Textile, il revient sur sa position et estime qu'il a été trop radical et a sous-estimé la force d'autonomisation d'une littérature belge.
Ces hésitations d'un grand sociologue prouvent l'extrême difficulté du sujet. Il y a des écrivains qui prennent position au sujet de la question identitaire dans le registre parodique, comique. Dans un roman très drôle, que nous avons lu avec beaucoup d'amusement et qui est aussi l'un des meilleurs romans de Jean Muno, Histoire exécrable d'un héros brabançon, 1982, l'auteur ayant lui aussi des origines croisées. Un père flamand, l'écrivain Constant Burniaux, et une mère wallonne, illustre à merveille le malaise identitaire dans un registre humoristique. On cite un court passage, très suggestif de son histoire exécrable, pour rendre la situation de bâtardise spirituelle du protagoniste. Rien que le fait de descendre de mon avenue, la Hanne le matin. À cause de la frontière qui très précisément la longe, en est l'épine dorsale, j'avais un pied en Flandre et l'autre en Wallonie. Idem pour le cerveau, un lobe de chaque côté. Et mon cœur que je porte à gauche? En somme, me suis-je dit, il est tantôt wallon sur le versant paternel de l'anarcho-syndicaliste, tantôt flamand, Meinhardt, sur le versant de Moder Lisa quand je rentre chez moi à l'heure des nostalgies. Coupé en deux tel le matin. Pas étonnant que mon village s'appelle Malaise, et que dans ces conditions, je ne puisse éviter les contradictions et les ambiguïtés. Tantôt mes deux moitiés se disputent, tantôt l'une prend le pas sur l'autre. Il arrive aussi qu'elles fassent des concessions. Ah, le compromis. C'est alors que je me sens le plus belge et paradoxalement, le plus inauthentique, le plus marginal. À la fois dedans et dehors, avec et cependant autre. Conrad Détré lance les gendarmes à la recherche du dernier des Wallons authentiques. Le personnage du Premier ministre de l'écrivain Jacques de Decker annonce penaud que la Constitution a disparu, sire. Liliane Wouter s'imagine les mésaventures de Monsieur Pire, francophone de Flandre qui ayant franchi la frontière linguistique est obligé de franciser son nom, et comme il ne veut pas s'appeler Monsieur Poire, il choisit finalement le nom de Durondeau doyenné du comice. En 1988, la faculté de droit des facultés universitaires Saint-Louis a organisé une rencontre-débat sur le thème « Belgitude et crise de l'État belge » dans le sillage de la question actuelle de l'identité belge. Les conclusions sont les suivantes. 1. La notion de belgitude, telle qu'elle a été proposée entre 1976 et 1980 par Pierre Mertens, Claude Javot et Jacques Seutcher se réfère à l'identité culturelle bruxelloise. C'est Bruxelles et non la Flandre ou la Wallonie qui se caractérise par les idées de négativité et de creuset, et c'est elle un espace d'entre-deux, métissé, bâtard et un carrefour cosmopolite. 2. Il y a indubitablement une société civile et une culture belge, née des deux sociétés, flamande et wallonne. 3. Du point de vue culturel, Bruxelles reste un territoire flamand. Le théâtre est le genre de prédilection pour l'analyse des rapports à l'histoire, du malaise identitaire. Les pièces de Jean Louvet et de René Kaliski évoluent vers l'engagement politique, reçu avec une certaine circonspection. Jean Louvet se propose d'illustrer l'histoire du prolétariat wallon, le naufrage de la classe ouvrière, privée des outils et de ses références séculaires. Dans le train du bon Dieu, 1962, et Conversation en Wallonie, 1977 à 1978, l'auteur éprouve de l'affection pour ses personnages en mal d'histoire et d'être dans une Belgique européanisée et néolibérale. Jean Louvet compte parmi les 80 intellectuels signataires du Manifeste pour la culture wallonne, qui plaide pour un projet culturel spécifiquement wallon et qui dénonce le poids excessif de Bruxelles dans la communauté française. Le jeu narcissique devient un nous collectif. Le manifeste de 1983 à 1984 est un geste d'affirmation de soi et d'une volonté d'autonomie, une prise de position importante qui fait date dans l'histoire des lettres belges. Jean Louvet est un écrivain prédisposé à renier toute forme de belgitude. Nous sommes et nous nous sentons être de Wallonie. D'ailleurs, il donne sa définition de la belgitude. Il la conçoit comme une sorte de support affectif d'un État dans lequel le sentiment d'appartenance à la région, à la communauté est conscient que cette primauté elle-même présuppose paradoxalement un État commun sans lequel les identités sociales, économiques et culturelles seront menacées de disparition, soit par absorption dans une culture nationale voisine, plus ou moins méprisante, soit par un repli sur soi appauvrissant et suicidaire. La belgitude du wallon Jean Louvet consiste en une sorte de reconnaissance confiante du fédéralisme qui permet aux trois régions de s'épanouir économiquement et culturellement sans s'ignorer l'une, l'autre. La crise est de la belgitude et non pas de l'État belge.
Louvet s'inscrit dans le sillage de Maurice Desombiaux et de sa défense de la Wallonie, 1980. Les défenseurs des constantes du tempérament wallon jouent la carte de la spécificité identitaire en argumentant. L'appel lancé par les artistes et les intellectuels francophones wallons a provoqué remous et commentaires contradictoires, auxquels les revues Wallons-nous, fondée en 1981 et Carré Magazine, fondée en 1982, ont répondu promptement. Parmi les dernières prises de position radicales et dogmatiques avant que la belgitude ne devienne un truisme galvaudé qui s'est tari, on cite l'article de Charles Bertin, « Je suis un écrivain français », publié dans la Revue des Deux Mondes en novembre 1991. Anita Van Bell écrit en 1993 une comédie intitulée Belgicae. Depuis les manifestes des nouvelles littéraires, nombreux sont les sociologues, les historiens et les écrivains qui ont fait couler de l'encre sur le chagrin ou la fierté d'être belge. Nous remarquons en passant que la question identitaire n'apparaît pas beaucoup dans les romans, mais surtout dans des articles théoriques. Les interrogations identitaires qui sous-tendent la question du multilinguisme et du multiculturalisme se sont aggravées lors de différentes étapes de la fédéralisation de la Belgique, État fragilisé à cause de la querelle qu'apparaît après la guerre 1914 à 1918 entre Flamands et Wallons. Cette préoccupation n'apparaît pas seulement dans la littérature et la chanson, mais aussi dans le cinéma et le théâtre, dans les médias, télévision, journaux, publications de spécialité. La génération actuelle d'écrivains en parle moins, ou n'en parle plus. Ce n'est nullement le signe d'un manque d'intérêt, de la dissolution des crises identitaires, mais simplement une autre manière d'assumer l'histoire, la métamorphosant dans des histoires, dans des expériences individuelles. Aujourd'hui, on assiste à un mouvement inverse de la belgitude, à une reconquête identitaire idéologique. Le malaise d'être belge est devenu une grande fierté qui se fait entendre dans tous les domaines de la culture et de la civilisation. L'art, le sport et la cuisine portent leurs spécificités que les Belges proclament à haute voix. Les Belges ne raffolent pas seulement de moules frites, de bière et de chocolat, mais ils sont très fiers d'avoir les surréalistes René Magritte et Paul Delvaux, les écrivains Maurice Maeterlinck et Georges Simenon, le chanteur Jacques Brel, des personnalités qui jouissent d'une gloire mondiale, des dessinateurs excellents voire géniaux, le plus grand nombre de créateurs de bandes dessinées du monde. Une interculture est née dans une ère d'intersection courageuse et pacifiste qui s'appelle littérature, et où l'on n'entend plus le fameux accent belge. Dans le territoire des lettres, la question du rapport de force entre francophones et néerlandophones est résolue puisque les barrières linguistiques et socioculturelles sont franchissables. Être soi-même signifie en définitive accepter l'autre dans son altérité linguistique et esthétique. I1.3 La belgitude sur la toile, sens, signification, plus de 50 nuances. Le survol sur l'un des furteurs les plus utilisés, ayant comme terme de recherche avancée toutes les pages qui contiennent le simple mot. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.